Dans les dernières heures du Troisième Reich, sous 6 mètres de béton et d'acier, un homme se tenait debout à regarder 2 cadavres brûlés dans un cratère peu profond. La fumée noire et épaisse s'élevait dans les ruines éventrées du jardin de la chancellerie du Reich, tandis que l'artillerie soviétique pilonnait les décombres de Berlin. Son nom était Erich Kempka, et pendant près d'une décennie, il avait été l'un des hommes les plus de confiance dans le cercle intime d'Adolf Hitler. Ce qu'il a été témoin ce jour-là ferait de lui l'un des témoins les plus importants de la fin d'une ère historique. Mais pouvait-on se fier à son témoignage? Et qu'est-il arrivé à l'homme qui prétendit avoir versé l'essence qui consuma le corps du Führer? Erich Kempka est né le 16 septembre 1910 à Oberhausen, une ville industrielle rude de l'ouest de l'Allemagne. Son père travaillait dans les mines de charbon et le jeune Erich grandit dans la dure réalité économique de l'Allemagne de Weimar. Comme des millions de jeunes Allemands dans les années 1920, il vit son pays lutter sous le poids du traité de Versailles, de l'hyperinflation et du chômage de masse. Le monde qu'il héritait était un monde d'humiliation et de pénurie. Le chemin de Kempka vers le cercle intime d'Hitler ne commença pas par un fanatisme politique, mais par une compétence mécanique. Adolescent, il développa une passion pour les automobiles et les motocyclettes. Il se forma comme mécanicien et chauffeur, acquérant une expertise sur les véhicules de luxe qui deviendrait plus tard sa responsabilité. En 1930, à seulement 20 ans, il rejoignit le parti nazi. Ce n'était pas un idéologue de la première heure ou un bagarreur des rues de l'époque des brasseries. C'était un artisan qualifié qui voyait une opportunité dans un mouvement politique en pleine croissance. Ses compétences techniques attirèrent l'attention de la SS et, dès 1932, il travaillait comme chauffeur dans le pool automobile qui servait les hauts fonctionnaires nazis. L'Allemagne était encore une république. Hitler n'était pas encore au pouvoir, mais la machine du mouvement se mettait déjà en place et Kempka apprenait à s'y frayer un chemin. Tout changea le 30 janvier 1933. Hitler devint chancelier d'Allemagne et le petit cercle d'hommes autour de lui contrôla soudainement les leviers du pouvoir de l'État. Le pool automobile s'agrandit, l'appareil de sécurité se renforça et Erich Kempka, désormais âgé de 22 ans, se retrouva à conduire certains des hommes les plus dangereux d'Europe. En 1934, le chauffeur en chef précédent d'Hitler, un homme nommé Julius Schreck, remarqua la fiabilité et la discrétion de Kempka. Schreck avait été le chauffeur d'Hitler depuis le début des années 1920, l'un des rares hommes en qui le Führer faisait entièrement confiance. Mais Schreck était malade. Il était en train de mourir d'une méningite et il avait besoin d'un successeur. Il recommanda Kempka. Le 16 janvier 1936, Julius Schreck mourut. En quelques semaines, Erich Kempka devint le chauffeur personnel d'Hitler. Il avait 25 ans. À partir de ce moment, sa vie se passerait à portée de bras du pouvoir absolu. Le travail n'était pas cérémoniel. Hitler voyageait constamment en voiture, en train, en avion. Kempka était responsable de chaque détail du transport terrestre du Führer. Il supervisait une flotte de limousines Mercedes-Benz blindées, coordonnait les itinéraires de sécurité et s'assurait que les véhicules d'Hitler étaient maintenus en parfait état. Il embauchait et supervisait les autres chauffeurs. Il décidait qui s'asseyait où pendant les cortèges automobiles et il était toujours présent. Hitler valorisait la loyauté par-dessus tout et Kempka la fournissait sans poser de questions. Il ne remettait pas en cause. Il ne commérait pas. Il ne posait pas de questions. Dans le monde paranoïaque de l'élite nazie, où les rivalités étaient mortelles et la confiance rare, Kempka devint invisible comme le sont les serviteurs. Il était là, mais pas là, nécessaire, mais inaperçu. Cette invisibilité lui donnait un accès. Il était présent au Berghof, la retraite alpine d'Hitler. Il se rendait au rassemblement du parti à Nuremberg. Il conduisait Hitler à des rencontres avec des dignitaires étrangers et des commandants militaires. Il fut témoin de conversations privées. Il voyait qui rendait visite, qui était favorisé, qui tombait en disgrâce. Et parce qu'il était le chauffeur, personne ne pensait à surveiller ses paroles devant lui. Le témoignage de Kempka après la guerre fournirait aux historiens des détails sur les routines d'Hitler, ses préférences, ses humeurs. Hitler, disait Kempka, détestait les bavardages pendant les trajets.
Il restait assis en silence pendant des heures, regardant par la fenêtre ou se lançait soudainement dans des monologues sur l'architecture, l'histoire ou ses plans pour l'avenir de l'Allemagne. Il était obsédé par la vitesse, mais aussi par le contrôle. Il insistait pour que Kempka maintienne une conduite douce, pas de freinage brusque, pas de virage sec. La voiture devait glisser. Mais Kempka affirmait aussi que Hitler le traitait avec une chaleur paternelle étrange. Il disait que Hitler se souvenait de son anniversaire, qu'il lui donnait des cadeaux, qu'il s'enquérait de sa famille. Que cela soit vrai ou une fabrication d'après-guerre destinée à s'humaniser reste une question ouverte. En 1939, lorsque l'Allemagne envahit la Pologne et que la Seconde Guerre mondiale commença, Kempka détenait le grade d'Obersturmbannführer dans la SS, équivalent à lieutenant-colonel. Ce n'était pas un officier de combat. Il n'a jamais commandé de troupes au front, mais le grade reflétait son statut au sein du régime. Il faisait partie du cercle intime, un homme à qui on pouvait confier la vie du Führer. À mesure que la guerre progressait, cette vie devenait plus isolée. Hitler passait moins de temps à Berlin et plus de temps dans ses quartiers généraux militaires, la Wolfschanze, l'Antre du Loup, au cœur des forêts de Prusse orientale, le Berghof, haut dans les Alpes bavaroises, et plus tard, à mesure que les fronts s'effondraient, le Führerbunker sous la chancellerie du Reich à Berlin. Kempka le suivit partout. Le travail devint plus dangereux. Les raids aériens alliés transformaient les routes allemandes en zones de mort. Les attaques de partisans menacèrent les cortèges dans les territoires occupés. Les protocoles de sécurité devenaient étouffants. Le travail de Kempka n'était plus seulement de conduire. C'était de garder Hitler en vie assez longtemps pour qu'il atteigne sa destination. Et puis vint le 20 juillet 1944, l'attentat à la bombe. Le colonel Klaus von Stauffenberg entra dans une réunion militaire à la Wolfschanze, laissa une mallette piégée sous la table de conférence et sortit. L'explosion tua 4 hommes. Hitler survécut avec les tympans percés et le pantalon en lambeaux. La réponse du régime fut sauvage. Des milliers de personnes furent arrêtées, des centaines furent exécutées. La confiance, déjà rare, s'évapora complètement. Kempka n'était pas impliqué dans le complot. Il fut interrogé comme tout le monde dans l'entourage d'Hitler, mais rapidement disculpé. Sa loyauté était incontestée. Dans les mois qui suivirent, alors que les procès pour conspiration se poursuivaient et que le front de l'Est s'effondrait, la position de Kempka ne fit que devenir plus essentielle. Hitler ne faisait presque confiance à personne, mais il faisait toujours confiance à son chauffeur. Début 1945, la guerre était perdue. Les forces soviétiques avancèrent vers Berlin par l'Est. Les armées américaines et britanniques traversèrent le Rhin à l'Ouest. Les villes allemandes étaient réduites en ruines et Adolf Hitler, l'homme qui avait promis un Reich de 1000 ans, se retira dans un bunker sous la chancellerie du Reich et refusa d'en sortir. Kempka le suivit en bas. Le Führerbunker était un labyrinthe claustrophobique de pièces en béton, de corridors humides et d'air recyclé. Il était conçu pour résister à des impacts directs de bombes lourdes, mais il ne pouvait pas résister à l'effondrement de la réalité à l'extérieur de ses murs. À la mi-avril, le bunker était devenu un tombeau pour les vivants. L'anniversaire d'Hitler le 20 avril fut célébré avec un optimisme forcé, mais tout le monde savait que la fin approchait. Le rôle de Kempka dans ces derniers jours était limité. Il n'y avait plus nulle part où conduire. Les rues de Berlin étaient des champs de bataille. Les chars soviétiques avançaient pâté de maison par pâté de maison. Les habitants du bunker étaient piégés, mais Kempka resta parce que Hitler resta. Il resta non par idéologie, mais par un devoir devenu réflexe. Pendant 9 ans, son travail avait été d'être là, et il l'était donc. Le 29 avril, Hitler épousa Eva Braun lors d'une brève cérémonie civile. Kempka n'était pas présent. Le lendemain, le 30 avril, Hitler se retira dans ses quartiers privés avec sa nouvelle épouse. C'était le milieu de l'après-midi. Kempka se trouvait dans les niveaux inférieurs du bunker lorsque le coup de feu retentit. Les détails de ce qui s'est passé ensuite deviendraient le témoignage le plus important qu'Erich Kempka ait jamais livré. Il affirma qu'il fut convoqué peu après le suicide d'Hitler. Quand il entra dans les appartements du Führer, il vit 2 corps. Hitler était affalé sur un canapé, une blessure par balle à la tempe droite, un pistolet sur le sol.
Eva Braun gisait à côté de lui, morte d'un empoisonnement au cyanure. L'odeur d'amandes amères emplissait la pièce. Kemka dit qu'on lui ordonna d'apporter de l'essence. Hitler avait laissé des instructions explicites. Son corps ne devait pas tomber entre les mains des soviétiques. Il devait être brûlé au-delà de toute reconnaissance. Kemka affirma qu'il récupéra 200 litres de carburant dans les réserves diminuantes de la chancellerie. Il dit qu'il transporta des bidons d'essence en haut des escaliers du bunker, à travers la sortie de secours, et dans le jardin où les obus soviétiques tombaient toutes les quelques minutes. Selon le récit de Kemka, le valet d'Hitler, Heinz Linge, et son aide de camp, Otto Gunche, transportèrent les corps à l'extérieur enveloppés dans des couvertures. Ils les placèrent dans un cratère peu profond, créé par un tir d'artillerie précédent. Kemka dit qu'il versa l'essence sur les cadavres. Joseph Goebbels, Martin Bormann et plusieurs autres se tenaient à proximité, regardant. Quelqu'un, Kemka ne pouvait plus se souvenir qui, mit le feu au carburant. Les corps s'embrasèrent. Kemka affirma qu'il regarda le feu pendant plusieurs minutes avant de se retirer dans le bunker. La chaleur était intense. La fumée était noire et épaisse. Il dit qu'il pouvait voir le visage d'Hitler fondre avant de détourner le regard. C'était, dira-t-il plus tard, la chose la plus horrible dont il ait jamais été témoin. Mais même à ce moment-là, il y avait des incohérences. D'autres témoins donnèrent des comptes rendus différents. Certains dirent que Kemka n'était pas du tout présent pendant la crémation. D'autres dirent qu'il apporta l'essence mais ne la versa pas. D'autres encore affirmèrent que le feu avait été allumé différemment, avec des grenades ou une torche improvisée avec du tissu. Le chaos des dernières heures du bunker rendait toute certitude impossible. Ce qui est certain, c'est qu'en quelques heures, le bunker se vidait. Hitler était mort. Il n'y avait plus de raison de rester. De petits groupes commencèrent à tenter de percer les lignes soviétiques et de s'échapper de Berlin. Kemka décida de partir avec l'un de ces groupes. Il n'avait aucun plan, aucune destination. Il savait simplement qu'il ne pouvait pas rester. Dans la nuit du 1er mai, Kemka se joignit à une tentative de percée menée par Wilhelm Mohnke, le commandant de la chancellerie du Reich. Le groupe comprenait Martin Bormann, le secrétaire privé d'Hitler, le docteur Ludwig Stumpfegger, le médecin d'Hitler, et plusieurs autres. Ils se déplacèrent à travers les tunnels du métro sous Berlin, essayant d'éviter les patrouilles soviétiques. Les tunnels étaient inondés par endroits, jonchés de cadavres à d'autres. La ville au-dessus brûlait. Près du pont de Weidendamer, le groupe tenta de traverser la rivière Spree sous le couvert de l'obscurité. Des tirs de mitrailleuses soviétiques les fauchèrent. Kemka affirma qu'il vit Martin Bormann frappé par des éclats d'obus et tué. Il dit qu'il regarda le corps de Bormann tomber et ne tenta pas de le récupérer. Cette affirmation deviendrait plus tard controversée. Le sort de Bormann resta l'un des grands mystères de l'après-guerre, et le témoignage de Kemka fut utilisé à la fois pour soutenir et réfuter diverses théories sur sa mort. Kemka lui-même fut blessé pendant la traversée. Des éclats d'obus le frappèrent aux jambes et au dos. Il s'effondra de l'autre côté de la rivière et fut tiré dans une cave par des civils. Pendant les jours suivants, il se cacha dans les ruines, à peine conscient, tandis que Berlin tombait aux mains de l'armée rouge. Les troupes soviétiques occupèrent la ville le 2 mai. La guerre en Europe prit fin le 8 mai. Erich Kemka, le chauffeur personnel d'Hitler, avait survécu. Mais la survie n'était pas la liberté. Kemka savait qu'il était un homme recherché. Son visage était connu des services de renseignement alliés. Sa position dans le cercle intime d'Hitler faisait de lui une cible de grande valeur pour les interrogatoires. Il ne pouvait pas rester à Berlin. Au cours des semaines suivantes, toujours en convalescence de ses blessures, il se dirigea vers l'ouest, traversant le territoire occupé par les soviétiques, évitant les points de contrôle, dormant dans les forêts et les bâtiments abandonnés. Début juin, il atteignit la zone américaine. Il envisagea de se rendre, mais hésita. Il n'avait pas de papier, pas de preuve d'identité. S'il révélait qui il était, il serait arrêté immédiatement. S'il mentait, il pourrait se fondre dans le vaste océan de personnes déplacées qui affluaient à travers l'Allemagne. Il choisit de mentir. Pendant plusieurs mois, Kemka vécut sous un faux nom, travaillant comme ouvrier dans des fermes
et sur des chantiers de construction. Il se faisait discret. Il ne parlait pas de la guerre. Mais le filet se resserrait. Les agences de renseignement alliées chassaient systématiquement d'anciens fonctionnaires nazis. Des listes de témoins étaient compilées. Le nom de Kempka figurait sur toutes. Début 1946, il fut identifié et arrêté par les forces américaines. Il fut conduit dans un centre d'interrogatoire et interrogé longuement. Au début, il nia son identité. Puis, confronté à des preuves, il admit qui il était. Il confirma qu'il avait été le chauffeur d'Hitler. Il confirma qu'il avait été dans le bunker. Et puis, au cours de dizaines d'entretiens, il raconta son histoire. Les officiers de renseignement américains et britanniques étaient désespérés d'obtenir des informations sur la mort d'Hitler. Les autorités soviétiques avaient trouvé des restes dans le jardin de la chancellerie qu'ils prétendaient être ceux d'Hitler, mais elles refusaient de partager les détails avec leurs alliés occidentaux. Des rumeurs se répandaient qu'Hitler s'était échappé, qu'il était en Argentine ou en Espagne, ou caché dans une base U-boot en Antarctique. L'absence de restes confirmés alimentait les théories du complot. Le témoignage de Kempka était crucial. Il décrivit le suicide en détail, le coup de feu, l'odeur de cyanure, les ordres de brûler les corps. Il dessina des plans de la disposition du bunker. Il identifia d'autres témoins qui pourraient encore être en vie. Il répondit à des questions sur l'état mental d'Hitler dans les derniers jours, sa santé physique, ses interactions avec le personnel. Et il insista à plusieurs reprises qu'Hitler était mort, qu'il avait vu le corps, qu'il n'y avait pas eu d'évasion. Mais les enquêteurs remarquèrent des problèmes. Le récit de Kempka contredisait d'autres témoignages de manière mineure mais significative. La chronologie ne coïncidait pas toujours. L'ordre des événements changeait entre les entretiens. Il semblait certain de certains détails et vague sur d'autres. Sous la pression, il devenait sur la défensive. Il affirmait que le chaos du bunker rendait une mémoire précise impossible. Et c'était peut-être le cas. Ou peut-être mentait-il. Malgré les incohérences, Kempka ne fut pas inculpé pour crime de guerre. Il n'avait pas été impliqué dans des opérations militaires. Il n'avait pas participé à des atrocités. Son rôle avait été purement administratif, si un tel mot peut être utilisé pour décrire le fait de servir les besoins personnels d'Hitler. Il fut classé comme témoin, non comme criminel. Après 2 ans de détention et d'interrogatoire, il fut libéré en 1948. Kempka retourna à la vie civile en Allemagne de l'Ouest. Il se maria, eut des enfants et travailla dans la vente et les affaires. Il évita la publicité pendant des années. Il ne donna pas d'interview, n'écrivit pas de mémoire, n'assista pas aux réunions d'anciens fonctionnaires nazis. Il semblait satisfait de disparaître dans l'anonymat de l'Allemagne d'après-guerre, où des millions d'anciens membres du parti faisèrent de même. Mais en 1951, quelque chose changea. Les autorités soviétiques annoncèrent qu'elles avaient des preuves concluantes de la mort d'Hitler. Elles publièrent des rapports d'autopsie et des photographies de restes dentaires qui correspondaient au dossier d'Hitler. Les agences de renseignement occidentales confirmèrent les conclusions. Les théories du complot ne disparurent pas, mais elles perdirent beaucoup de leur crédibilité. Et Kempka, sentant une opportunité, décida de parler. Il commença à donner des interviews à des journalistes et des historiens. Il écrivit des articles pour des magazines allemands. Il se présenta comme un témoin oculaire de l'histoire, un homme qui était là lorsque le Troisième Reich prit fin. Ses récits étaient vivants, remplis de détails dramatiques, et il se vendait en bien. Les lecteurs étaient fascinés par les rouages internes de la maison d'Hitler, les routines banales qui existaient à côté du génocide. En 1956, Kempka publia un mémoire intitulé « J'ai brûlé Hitler ». Le livre fut un succès commercial. Il racontait ses années comme chauffeur d'Hitler, ses expériences dans le bunker et son évasion de Berlin. Les critiques remarquèrent que le récit était étrangement bien poli pour un homme se remémorant des événements traumatisants sous un stress extrême. Certains détails semblaient enjolivés, d'autres semblaient opportuns, mais le livre trouva un public avide de perspectives intérieures sur le régime nazi. La publication apporta un examen minutieux. Les historiens commencèrent à comparer le mémoire de Kempka aux témoignages d'autres survivants du bunker. Otto Gunsch, l'aide de camp d'Hitler, avait aussi été capturé et longuement interrogé par les autorités soviétiques.
Son récit de la mort d'Hitler était similaire à celui de Kempka, mais pas identique. Il dit que Kempka avait apporté l'essence, mais n'était pas présent pendant la crémation proprement dite. Rochus-Mich, un opérateur téléphonique du bunker, donna une version encore différente, affirmant avoir vu Kempka dans le corridor après le suicide, mais ne pouvant pas confirmer son rôle dans la disposition des corps. Les contradictions ne signifiaient pas nécessairement que Kempka mentait. La mémoire est peu fiable, surtout sous un traumatisme. Différents témoins voient différentes choses, mais les interviews ultérieures de Kempka introduisirent de nouveaux détails qui n'étaient pas apparus dans son témoignage antérieur. Il commença à décrire des conversations qu'il prétendait avoir eues avec Hitler et que personne d'autre ne mentionnait. Il rapporta des moments privés qui semblaient conçus pour le faire apparaître plus proche du Führer qu'il ne l'était probablement. Dans les années 1960, certains historiens traitèrent le témoignage de Kempka avec scepticisme. Sa crédibilité était mise en doute non parce que son histoire centrale était fausse, mais parce que les enjolivements rendaient difficile la séparation des faits et de l'autoglorification. Il avait été là. Il avait été témoin de l'histoire. Mais quelle part de ce qu'il prétendait se souvenir était réelle et quelle part était construite pour servir son identité d'après-guerre en tant que témoin important? Kempka continua à donner des interviews dans les années 1970 et 80. Il apparut dans des documentaires. Il fut consultant pour des films sur les derniers jours d'Hitler. Il assista à des conférences historiques, se positionnant toujours comme l'homme qui savait ce qui s'était vraiment passé. Il n'exprima jamais de remords pour son service auprès d'Hitler. Il ne reconnut jamais le poids moral d'avoir permis la vie quotidienne d'un dictateur. Quand on le lui demandait, il disait qu'il n'était qu'un chauffeur, qu'il faisait juste son travail. Erich Kempka mourut le 24 janvier 1975 à Freiburg-im-Breisgau, en Allemagne de l'Ouest. Il avait 64 ans. Sa mort fut notée brièvement dans les journaux, principalement rappelée comme le décès d'une note de bas de page historique. Il n'y eut pas de nécrologie majeure, pas de déferlement de réflexion publique. Il avait survécu à son moment d'importance depuis 30 ans, mais son témoignage demeure. Il est cité dans presque tous les récits historiques de la mort d'Hitler. Il est utilisé dans des documentaires, des livres et des articles académiques. Et il est toujours utilisé avec une mise en garde. Kempka était là. Kempka a vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Mais Kempka avait aussi des raisons de façonner le récit d'une manière qui servait ses intérêts. Alors, que pensent les historiens d'Erich Kempka aujourd'hui? Le consensus est prudent. Son récit central du suicide d'Hitler et de la crémation des corps est généralement accepté comme exact. Trop d'autres témoins ont corroboré les faits de base pour qu'ils soient entièrement fabriqués. Mais les détails, les ornements dramatiques, les conversations privées, les moments d'intimité avec Hitler, ceux-là sont traités avec suspicion. Kempka n'était pas un historien. Il n'était pas formé à observer et à enregistrer avec précision. C'était un homme dont toute l'identité adulte était construite autour de la proximité avec le pouvoir. Lorsque ce pouvoir s'effondra, il n'eut plus qu'une seule chose à échanger, ses souvenirs. Et comme quiconque dans cette position, il avait une incitation à rendre ses souvenirs aussi captivants que possible. La question de savoir si Kempka a réellement versé l'essence qui brûla le corps d'Hitler pourrait ne jamais recevoir de réponse définitive. Il a dit qu'il l'avait fait. D'autres ont dit qu'il a apporté l'essence, mais ne l'a pas versée. D'autres encore ont dit qu'il n'était pas présent. En fin de compte, cela n'a peut-être pas d'importance. Quelqu'un a versé l'essence, quelqu'un a allumé le feu, le corps d'Hitler a brûlé, le Troisième Reich a pris fin, et Erich Kempka, qu'il ait tenu l'allumette ou qu'il se soit simplement tenu à proximité, était là pour en être témoin. Ce qui demeure troublant, ce n'est pas l'incertitude sur le rôle exact de Kempka, mais ce que sa vie révèle sur la nature de la complicité. Il n'était pas un criminel de guerre, au sens juridique. Il n'a pas tiré sur quelqu'un. Il n'a pas actionné une chambre à gaz. Il n'a pas donné d'ordres qui ont envoyé des millions de personnes à la mort. Il conduisait une voiture. Il entretenait des véhicules. Il suivait les instructions. Et pendant 9 ans, cela suffisait à le placer au centre absolu de l'un des plus grands crimes de l'histoire. Après la guerre, il vécut tranquillement. Il éleva une famille. Il travailla à des emplois ordinaires. Il devint vendeur, homme d'affaires, un homme qui se fondit dans le tissu de la société allemande d'après-guerre. Des millions d'autres firent de même.
La vaste machinerie de l'État nazi avait nécessité un nombre considérable de personnes pour fonctionner. La plupart d'entre elles n'étaient pas des idéologues. La plupart n'étaient pas des sadiques. C'étaient des employés, des chauffeurs, des cuisiniers, des secrétaires, des mécaniciens. Ils faisaient leur travail. Et puis, quand ce fut fini, ils rentrèrent chez eux. La volonté de Kempka de parler de ses expériences le distingua de nombre de ses pairs qui choisirent le silence. Qu'il ait parlé par sens du devoir historique ou par désir d'attirer l'attention est impossible à savoir. Peut-être étaient-ce les deux. Il était fier d'avoir été en confiance auprès d'Hitler. Il était fier de sa compétence et il semblait incapable ou peu disposé à affronter les implications morales de cette fierté. Dans ses interviews, Kempka parlait souvent d'Hitler en des termes étrangement neutres. Il le décrivait comme exigeant mais juste, charismatique mais distant, comme un homme avec des manies et des préférences, des goûts et des dégoûts. Il humanisait Hitler non par sympathie mais par habitude. Pendant près d'une décennie, Hitler avait été son employeur, sa responsabilité, le centre de sa vie professionnelle. Cette relation, aussi monstrueux fut son contexte, était réelle pour lui. Et c'est peut-être la chose la plus troublante dans l'histoire d'Erich Kempka. Il n'était pas un monstre, il était ordinaire. C'était un travailleur qualifié qui trouva une position de confiance et la conserva. Il était loyal, compétent et discret. À une autre époque, dans un autre lieu, ses qualités en auraient fait un employé admirable. Mais dans le Troisième Reich, elles le rendirent complice du mal. Le dossier historique luttera toujours avec des hommes comme Kempka. Il ne rentre pas facilement dans les catégories que nous utilisons pour comprendre le régime nazi. Ils n'étaient pas des victimes. Ils n'étaient pas des résistants. Mais ils n'étaient pas non plus les architectes du génocide. Ils existaient dans le vaste espace gris entre participation active et observation passive, faisant des travaux nécessaires au fonctionnement du régime, mais non directement meurtriers. Kempka passa ses dernières années dans une relative obscurité. Il donna sa dernière interview en 1974, moins d'un an avant sa mort. On lui demanda s'il avait des regrets. Il dit qu'il regrettait que l'Allemagne ait perdu la guerre. Il regrettait que sa carrière ait été écourtée. Il regrettait la souffrance du peuple allemand. Il ne regrettait pas d'avoir servi Hitler. Il n'exprima pas d'horreur face à ce que le régime avait fait. Il dit simplement qu'il avait fait son travail du mieux qu'il pouvait et que c'était tout ce qu'on pouvait lui demander. L'intervieweur insista, lui demanda s'il se sentait responsable d'avoir permis à un dictateur d'agir. Kempka s'irrita. Il insista sur le fait qu'il n'était qu'un chauffeur, qu'il n'avait aucune influence sur la politique, qu'il n'aurait pas pu arrêter ce qui s'était passé même s'il l'avait voulu. Et c'était peut-être vrai. Mais c'était aussi une échappatoire, car chaque personne qui maintenait la machine en marche, qui rendait la vie d'Hitler confortable, qui s'assurait que ses ordres étaient exécutés efficacement, portait une part de responsabilité dans ce que cette machine produisait. Aujourd'hui, plus de 75 ans après la mort d'Hitler, Erich Kempka est principalement connu par son témoignage. Son mémoire est épuisé. Ses interviews sont archivées dans des collections historiques. Son nom apparaît dans des notes de bas de page et des bibliographies, toujours accompagnées de cette mise en garde, utile mais peu fiable, corroborée mais contestée. La vérité plus large sur Kempka est qu'il représente quelque chose de bien plus grand que lui-même. Il représente les milliers de personnes qui ont rendu le Troisième Reich possible, non par enthousiasme pour son idéologie, mais par simple compétence. Ils se présentaient, ils faisaient leur travail, ils ne posaient pas de questions. Et quand ce fut fini, ils se dirent qu'ils n'avaient pas eu le choix. Mais ils avaient eu des choix. Chaque jour, à petite échelle, ils choisissaient de continuer. Ils choisissaient de ne pas saboter. Ils choisissaient de ne pas ralentir. Ils choisissaient de ne pas résister. Et ces choix accumulés sur des millions d'individus permirent à un régime construit sur la haine de fonctionner avec une efficacité terrifiante. Erich Kempka conduisit Hitler à des rassemblements où il parlait de pureté raciale et de conquête. Il le conduisit à des réunions où la solution finale fut planifiée. Il le conduisit à des quartiers généraux militaires où des stratégies de guerre totale étaient élaborées. Et chaque fois qu'il démarrait le moteur, passait une vitesse et appuyait sur l'accélérateur, il participait à quelque chose de plus grand que le transport.
Il permettait les mouvements banals d'un homme dont les ordres tueraient des dizaines de millions de personnes. En fin de compte, l'histoire d'Erich Kempka n'est pas seulement celle de la proximité d'un homme avec le mal, c'est l'histoire de la nature même de la complicité, de la manière dont des gens ordinaires permettent des crimes extraordinaires, de la façon dont la compétence peut être séparée de la moralité, et de la manière dont, lorsque le moment des comptes arrive, les hommes qui ont maintenu le moteur en marche insisteront sur le fait qu'ils n'étaient que des chauffeurs, allant là où on leur disait d'aller, faisant ce pourquoi on les payait. Mais l'histoire se souvient différemment. L'histoire se souvient que quelqu'un devait conduire la voiture, que quelqu'un devait verser l'essence, que quelqu'un devait se tenir debout et regarder les corps brûlés, et que ce quelqu'un était Erich Kempka, un homme qui passa 9 ans à la droite du mal absolu et le reste de sa vie à essayer de convaincre le monde qu'il ne faisait que suivre la route.